STI Maintenance. Nous accueillons maintenant Jean-Robert Claveau, consultant stratégique en gestion d'actifs et fiabilité chez STI Maintenance, fort d'un impressionnant parcours de plus de 45 ans, dans des rôles de direction au sein d'organisations industrielles de calibre mondial, dont Rio Tinto Alcan. Ingénieur diplômé de l'UQAC, il a œuvré à l'international, notamment en France, en Australie et au Canada. Il a dirigé de vastes équipes techniques et piloté la mise en œuvre des meilleures pratiques en fiabilité. Aujourd'hui, il accompagne les entreprises dans l'élaboration et le déploiement de stratégies robustes en gestion des actifs. Mesdames et messieurs, M. Jean-Robert Claveau. Bonjour. Merci Henri-Jules. Aujourd'hui, je vais vous proposer pas une présentation. Ce qu'on va faire, ça va être des tables rondes. OK? Ça va être l'occasion, ça va être des séances dynamiques et interactives de benchmarking sous forme de réseautage. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait du speed network? Oh, avec moi. Donc, l'idée, c'est l'occasion idéale pour briser la glace. Connaître d'autres mondes. Parce qu'il y en a ici, d'entre vous. Qui est-ce qui est venu pour rencontrer, faire du network, rencontrer d'autres personnes, d'autres compagnies? Juste ça. Les autres, vous allez être déçus, je vais vous forcer à le faire. L'idée, c'est d'explorer et partager vos expériences. OK? On est une centaine. Faites le calcul en moyenne, 15-20 ans d'expérience chaque, faites le calcul. Ça fait de 1500 à 2000 heures d'expérience réunies. On en fait de l'expérience dans toutes sortes de domaines. OK? Toutes sortes de véhicules. Donc, on va utiliser ce potentiel-là, puis ça va vous permettre de discuter, d'échanger, puis d'apprendre avec vos pairs. Bon, c'est une démarche guidée. Donc, moi aussi, je vais intervenir, toujours à la fin, pour vous donner mon vécu, mon expérience, puis comment l'interpréter. Donc, on va commencer. D'abord, la première chose à réaliser, je ne sais pas si ça va marcher, les changements géopolitiques qui affectent votre organisation. Bon, j'ai mis, comme vous pouvez voir, la transition américain-canadien, c'est volontaire. Vous pouvez imaginer dans quel contexte social et économique on vit depuis quelques mois, depuis plus de 100 jours. Ça a été mentionné la semaine dernière avec nos voisins du Sud, qui ont eu un impact planétaire, puis certains vont être impactés plus que d'autres. Mais il y a d'autres situations, des variations de marché cycliques dans le temps. Okay, un de mes clients, moi, qui est en Afrique du Sud, eux autres, ont vécu une période où c'est sa production max, là, depuis le début de l'année, eux autres, c'est réduction de coûts bien avant ce qui se passe aux États. Donc, il arrive des changements géopolitiques. Puis la question que je vais vous poser, puis ça va être la clé pour la suite, c'est comment les changements, ça va être un échange d'expérience sur comment est-ce que l'impact géopolitique change dans votre organisation, votre vie. Bon, c'est là qu'on commence. Pour votre table, je vous donne 2 minutes. Vous allez nommer un secrétaire ou une secrétaire qui va être un rapporteur. Donc, si vous êtes volontaire comme secrétaire, dites-vous que vous allez au micro, par défaut. Donc, je vous donne 2 minutes. Nommez-vous un secrétaire ou une secrétaire. Levez la main quand vous êtes prêt. Prête? Êtes-vous prêt ici en avant? Avez-vous déterminé votre secrétaire? Oui? OK, on continue. Maintenant, ceux qui ont été nommés secrétaires ou sont volontaires secrétaires, vous allez rester à votre place. Les autres, je vais vous demander de changer de table. Essayez de ne pas être avec des gens de la même compagnie que vous, puis pas plus que 5 par table. Là, je vais savoir si vous avez compté. Allez, go!
Fait amusant à noter, le collègue qui avait dit tantôt qu'il avait déjà participé à un de mes exercices, il s'est mis comme secrétaire et savait à quoi s'attendre. Ah, était désigné volontaire. Merci. Maintenant, la question que vous devez répondre, comment les changements géopolitiques, que ce soit sur le long terme ou actuel avec ce qui se passe avec les tarifs et tout, affectent votre organisation? Donc, je vais vous donner une dizaine de minutes. Ce que je vous demande, première chose, rappelez-vous, c'est un networking. Vous allez vous présenter, qu'est-ce que vous faites dans votre organisation, mais le temps passe vite. Ce n'est pas le temps de compter votre vie au complet, parce que la vraie question que vous devez répondre, puis le secrétaire va prendre une note, c'est comment les changements géopolitiques affectent votre organisation. Donc, rapidement, vous faites le tour, juste pour vous connaître, établir un lien. Puis après ça, chaque participant donne sa réponse, puis la table va décider, si vous en avez plusieurs, laquelle qui est la meilleure réponse. Puis à la fin, pour une tâche choisie, la secrétaire doit s'attendre à ce que je l'appelle pour venir partager votre réponse. Amusez-vous bien, vous avez 10 minutes.
Il reste 3 minutes. Bon. Je vous remercie. Le temps a été évolué. J'aurais besoin d'un ou une secrétaire pour venir rappeler vos réponses. Il y a 2 micros ici dans le milieu, là, un en avant et en arrière, si vous voulez bien vous rendre au micro. S'il n'y en a pas qui sont volontaires, je vais vous nommer volontaires. Donc, la question, je rappelle, c'est comment est-ce que vous avez été affecté par les conditions géopolitiques actuelles? Bon, on a plusieurs réponses. Vous avez, en premier vous lieu, avez il y a pas les plus qu'une minute en passant. Une minute? Alors, on y va-tu pour 2? Non? OK. Coût de transport qui affecte nos clients, bien, qui affecte mes confrères, là, les coûts de transport. De la matière première qui est pour emmener ici, pour transformer. Ce qui fait que ça cause un ralentissement. Après ça, on a la compagnie Magoto qui ont une usine sœur aux États-Unis, mais qui ont de la misère, eux aussi, avec la paperasse, les trucs en surplus, aux douanes, qui causent des retards. On a des travaux qui sont annulés parce que les commandes descendent, ce qui cause des arrêts économiques chez nos clients qui ont le temps de se réparer eux-mêmes à place de faire affaire avec nos services. Mais par contre, on s'est aperçu qu'il y a une grande volonté des compagnies d'ici d'encourager les compagnies d'ici. Excellent. Merci. Gros, c'est ça. Merci. Un autre, après ça, ça va être, on va continuer. Yes, j'ai eu une réponse. Donc, La meilleure. oui, je vais en laisser pour les autres. C'est au niveau de l'approvisionnement des pièces, là, un gros impact sur as-tu le 25 tu n'as pas le 25 ça amène l'incertitude. C'est sûr qu'au niveau des contrats et des ventes, ça peut avoir un impact, mais on a des gens de Magoto puis Hershey qui étaient assis à la table. Hydro-Québec aussi, fait que tout ça, là, au niveau de l'approvisionnement, ça change les coûts. Alors, Bref. super. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Bon, ce qu'on retrouve, j'écoutais un peu les conversations en promenant, c'est sûr et certain que la première chose que beaucoup de gens vont avoir, là, complètement à votre gauche, c'est, dans certains cas, c'est les augmentations de production, mais d'autres, c'est réduction de coûts. Puis plus que la majorité. Ce qui emmène, si vous regardez au milieu, la résilience des opérations doit être encore meilleure, réduction des pannes, puis amélioration de la fiabilité. Puis l'autre chose qu'on n'a pas entendu, mais que je sais que certains doivent avoir, la rareté de la main-d'œuvre. Souvent, on est sous-staffé. L'amélioration de sécurité, puis on veut aussi avoir toujours l'implication des employés. Donc, ça, là, on est vraiment à haut niveau, là. Règle numéro 1. Je vais vous sortir quelques petites règles faciles que je répète souvent, puis ça va donner le ton pour la suite. L'opération plus la maintenance égale la production. Souvent, l'opération égale la production, puis la maintenance est un mal nécessaire. Puis les comptables se plaisent à nous dire on est le tiers des coûts contrôlables, fait que si on peut couper les coûts, on va couper la maintenance en premier. C'est une erreur stratégique, puis je vais vous donner des exemples plus tard, mais la vraie manière de regarder, c'est vraiment opération plus la maintenance doit être un contributeur à la production. Et je choisis mes mots. On va y revenir avec ce qui s'en vient. Toujours, le champ d'expérience networking, même affaire que tantôt, secrétaire reste à sa place. Les autres, champ de table. Maximum de 5. Si vous n'êtes pas secrétaire, bougez. Là, le secrétaire, vous voyez un avantage à être secrétaire.
Encore là, mettez-vous pas avec des gens que vous connaissez. Puis si possible, pas de la même installation. OK, on continue. Prochaine question. Après ce que je viens de dire, vous allez discuter comment est-ce que la maintenance peut-elle contribuer aux objectifs de production. J'ai fait un énoncé tantôt. La maintenance doit être un contributeur à la business. Donc, production ou, en conséquence, les coûts. Comment la maintenance peut-elle être un contributeur au lieu de souffrir puis être l'enfant pauvre? Donc, vous avez encore 10 minutes. Encore là, chaque participant se présente. Chaque participant à tour de rôle donne sa réponse à la question. Puis la table qui va décider de la meilleure réponse. Puis tout à l'heure, je vais demander à le secrétaire de venir, sauf les deux qui ont déjà passé. Je veux qu'on fasse éventuellement le tour des tables. OK? On commence.
Il reste 2 minutes. Tout le monde y va selon son expérience, tout ça, mais sauf que l'autre, on ne sait plus sur quel pied danser. OK. On revient en avant, s'il vous plaît. Là, j'aurais besoin de 2 autres secrétaires qui viennent présenter. OK. Vas-y. Salut. Ben, nous autres, il a sorti quelques points. Je vais prendre les principaux. Là. Ce qui a sorti beaucoup, c'est diminution des temps d'arrêt non prévus. C'est ça que la maintenance, elle aide beaucoup. Optimisation aussi des machines. Ce qu'on ne pense pas souvent, c'est que les machines virent. Est-ce qu'ils virent de façon optimale à leur pleine capacité? Après ça, fiabilité des équipements quand on a des délais à respecter ou des délais de livraison à respecter. C'est important que les machines soient fiables, que la production ait confiance en leurs machines en donnant des délais à justement, à leurs acheteurs ou quoi que ce soit. Fait que la maintenance a un gros impact là-dessus. Merci. Très pertinent. On a parlé évidemment là, des arrêts et des coûts, mais qualité, coût, rendement. Mais on a ajouté avec ça le partenariat côté opération, maintenance. Fait qu'il faut avoir des KPI communs, maintenance et opération. C'est quoi le KPI le plus commun qu'on peut avoir? Ça peut être le TRG, ça peut être le respect de la Merci. cédule. TRG, tout le monde connaît le TRG? Vraiment, ceux qui ne connaissent pas ça? Veux-tu lui expliquer c'est quoi le TRG? Taux de rendement global qui va compter, dans le fond, la disponibilité de nos équipements, le rendement et la qualité. Fait qu'une multiplication de ces trois-là. Permet de maximiser la production. Merci. Exact. Excellent. Puis, on pourrait en avoir d'autres, mais s'assurer qu'on est dans la même équipe et non dans deux équipes dans la même différentes. direction. Oui, absolument. Merci beaucoup. Excellent. Prochain thème. Avant, excusez-moi. Je vais vous donner en résumé ce que j'entends, mais c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes d'éléments, par exemple les pièces de rechange, etc., sont des sous-éléments. Là, globalement, il y a 3 domaines principaux. Il y en a un, c'est l'élimination des défaillances. Quand on parlait tantôt là, d'avoir des équipements qui sont fiables. Donc, la deuxième, c'est des tactiques qui sont ciblées, qui nous permettent de maximiser la disponibilité de l'équipement. Puis le troisième, c'est la meilleure planification des arrêts. Tant les gros arrêts que les petits, de façon à minimiser la durée. Pour le comprendre, celui-là, on a juste à se figurer une course de Formule 1, le temps d'arrêt au pit. Il faut qu'il soit minimisé pour maximiser la production. OK? Donc, c'est les 3 principaux qu'on va maintenant explorer un par un. Donc, vous voyez venir. Secrétaire va à la même place, les autres, promenez-vous. OK, on revient ensemble. Prochain thème. On va faire une étude de cas réel. OK? C'est un cas qui est arrivé à un de mes clients en Afrique du Sud. L'ingénieur qui s'occupait de ça, l'ingénieur qui s'occupait de ça, a fait un travail assez exceptionnel qui me permet de m'en servir comme exemple. C'est quelque chose. C'est 2 moteurs.
OK? C'était des malaxeurs vibrants, CTV vibrants. Les constats, c'est que la température des moteurs très élevée sur 2 des CTV, il y en a 3. CTV 102, qui est à 95,7 degrés. On voit thermovision en bas. Là. CTV 38, il y avait 81 degrés. Un constat que les gens avaient fait, l'équipe de résolution de problèmes avec l'ingénieur, c'est qu'il manquait quelques vis du couvercle, OK, qui sont tombées. Puis qu'évidemment, on le voit sur l'image de gauche, avait même amoché le couvercle en arrière du moteur. Donc, le couvercle a des marques d'impact à l'intérieur. Le lubrifiant semblait sortir du moteur et du couvercle. Il y avait des fissures sur la plaque de scellement. Puis, pour ceux qui savent, les systèmes qui sont oscillants, il y a d'habitude un ajustement à avoir. C'est un peu comme timer un auto. Il faut mettre le bon angle pour que le système excentrique donne la bonne force, la bonne vibration au bon moment. Il y avait de la correcte. Mais il n'était pas sûr. Il ne savait pas si effectivement il y en avait un ou pas. Donc, votre devoir, comment approcheriez-vous ce cas? Je vous le donne. Chacun, vous allez regarder. Encore là, la même routine. Vous commencez par vous présenter, question de courtoisie et de networking. Puis à tour de rôle, vous donnez votre réponse. Comment vous résoudriez ce cas-là en particulier? C'est une étude de cas. Puis la tête décide la meilleure réponse. Puis à la fin, toujours le secrétaire qui va répondre. Donc, à vous la parole.
OK, on revient en avant. Donc, une coupe de table pour apporter la réponse. Non. Non, non. OK. Vous m'entendez maintenant, c'est bon. Donc, on a parlé que, bien sûr, il faut réparer rapidement le problème, mais pour ne pas être dans le mode de juste patcher, comme des fois on peut le faire, donc il faut faire une vraie étude, comme par exemple un RCFA, avec une équipe multidisciplinaire, donc des gens mécaniques, électriques, surtout l'opération. Donc, un bon opérateur, ça peut nous montrer est-ce qu'on a opéré Exact. le moteur dans un range qui n'était pas supposé. En tout cas, ça va nous donner beaucoup d'informations pour... Oui, pour la petite histoire, c'est ce qu'ils ont fait. OK, ben, super. Continue. Ça veut dire qu'on n'était pas si loin que ça, Non, c'est on un n'était bon pas dans le départ. champ. C'est pas mal ça. C'est Juste vraiment ça? le Mais fait d'être... comment? C'est Juste quoi? de réunir une équipe, ça ne règle rien, là? Ben, ça règle rien, mais il faut suivre les actions. Là. C'est bien beau faire des RCFA pour faire des RCFA, mais il faut Et- suivre les actions d'après. Il faut s'assurer T'as de peu. voir la... Avant de mettre des actions, on fait un RCFA. Oui. Explique un peu qu'est-ce que vous faites dans le RCFA. Ben, on essaie de savoir c'est quoi la cause racine de ce problème. OK? Je Comment pense qu'on pas que fait ça? le but de l'exercice, c'était de trouver le problème. Ben, je vous ai demandé comment vous allez résoudre le problème. Ben, il y a quelqu'un qui va vraiment déterminer la cause de chacune des problématiques qui sont listées là-bas. Tu sais, on a vu des vis qui ont décollé, on a vu la température qui a monté, on a vu plein d'autres choses. Donc, pour chacun des symptômes, on va le trouver pourquoi. On peut utiliser la méthode des 5 pourquoi. On peut utiliser un Ishikawa. Là, je suis en train de patiner, mais c'est bien. Ah, vous avez la bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est ça que je voulais. Donc, ben, c'est ça, jusqu'à temps d'essayer de trouver la cause racine. Après, ben, bien sûr, peut-être on a une revue des plans d'entretien qu'on a. Donc, il faut mettre à jour tout ce qu'on Excellent. fait. Puis tout ça. La deuxième réponse, que tu patinais, c'était parfait. Parfait. La première, c'était un peu court. OK, c'est bon. Merci. Je ne sais pas quoi rajouter. Ben, dis ce que vous aviez, vous autres. Donc, dans le fond, première chose, avec une surprise comme ça, on fait un assessment de l'équipement, voir que c'est... C'est quoi un assessment Ben, d'équipement? voir l'état, le général, comprendre ce qui s'est passé. OK, on fait Et quoi dans donc, ce temps-là? on fait un diagnostic complet, on regarde on passe les manuels d'opération, voir s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et voir l'historique de maintenance, OK. voir si... Oui, très bonne idée. Voir s'il n'y a rien n'a été fait. Ou, Qu'est-ce qui a changé dans le ou temps? qu'est-ce qui a changé exactement ça. Et en même temps, à la suite de ça, fait un root cause analysis pour comprendre les causes. OK. Encore et là, je puis, pose la même question. C'est quoi un RCA? Je sais, mais on va l'expliquer. ben, Si on vous va faites regarder- un RCA dans ce cas-là. je ne sais pas, là, celle-là. Bon, ça paraît bien dans le fond. Là, je sais bien, mais en voulant dire, on va faire un root cause, puis de là, ben, on va avoir on va faire un lessons learned, puis on ne recommencera pas. OK. La première partie, c'était super, avec regarder dans le temps, l'historique, puis regarder les causes. Mais quand on vient au RCA, ben, de grâce, je vous ai demandé comment vous le résoudriez. Je vais te donner ton copain avant, il a patiné, mais il a au Ouais. moins eu une bonne réponse. Fait que, écoute, vous arrivez dans un site, tu vas dire, on va faire RCA. Là, les gens vont te regarder. C'est quoi RCA? Ben, ça paraît bien dans la phrase. Les 5 pourquoi. Merci de ton courage. Merci de ton courage. OK. Dans le cas réel, je l'ai dit, c'est un cas réel. Ce n'était pas de la théorie, là, c'est un cas vécu. Pour ça que j'avais des photos. OK? La première chose, il fallait comprendre les modes de défaillance. Puis pour chacun des modes de défaillance, ça a été mentionné tantôt, les causes fondamentales. Indice numéro 1. Le problème, je l'ai dit, est survenu sur 2 CTV, sur 3. Ça devrait déjà vous allumer quelque chose. Indice numéro 2. En regardant l'historique, c'est là quand vous parliez de regarder l'historique, c'est essentiel de regarder dans le temps, ça a toujours été un problème. Là, on recule dans le temps, on s'aperçoit que il n'y avait pas de problème avec les CTV. Comment se fait que c'est arrivé? Puis avec l'historique d'équipement, surprise, surprise, on a une date précise, d'habitude. Fait qu'à telle date, il est arrivé, l'événement a commencé. Ah! Fait qu'on peut retracer ce qui s'est passé à ce moment-là.
Puis c'est là que ça devient le fun. Puis avez-vous remarqué que tous les effets observés, j'ai toujours parlé du moteur. Pas du CTV, je n'ai pas trop parlé. Indice numéro 3. Indice numéro 4. Quand ils ont regardé dans l'historique à la date précise, il y avait eu un changement de fournisseur pour le reconditionnement des moteurs. Oh! Y a-t-il quelque chose qui est arrivé à ce moment-là? Fait qu'on arrivait avant, c'était des moteurs qui arrivaient du fournisseur, les approvisionnements dans leur grand génie pour sauver de l'argent. On dit on va prendre un autre fournisseur pour faire le reconditionnement. Ah! Allons le voir. On va aller voir qu'est-ce qu'ils font. Fait que là, on arrive à la notion des causes fondamentales. C'est bien beau dire RCA, mais on va faire de quoi? Concrètement, dans ce cas-là, on a parlé tantôt de Fishbone, d'arbre des causes, on va parler du 5 pourquoi. Dans ce cas-là, ils ont pris, dans cet exemple-là, un 5 pourquoi. Fait que là, évidemment, ils ont regardé au fournisseur, le manufacturier, qu'est-ce qu'il avait à dire, etc., etc. Je n'irai pas dans le détail. En cherchant la cause fondamentale, une des hypothèses, parce que là, on arrive à un moment donné, on va faire des hypothèses. Bon, là, il y a une trappe, là, il ne faut pas tomber dedans. On réunit l'équipe multidisciplinaire avec l'opérateur, le mainteneur, le technique, des fois le manufacturier. Bravo. Mais là, il y a une tendance naturelle des gens, puis souvent, on tombe dans la trappe, c'est que les gens arrivent, ils regardent les conséquences, puis ils vont penser, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger la conséquence? Ils arrivent à la réunion qu'on fait d'analyse des causes, puis arrive avec une réponse faite sur les conséquences. Bien, les boulons, tantôt, qui pètent, qui sautent, il y en a un, là, c'est un cas réel, là. Il arrive, il dit, ouais, mais c'est peut-être la vibration. Fait qu'on pourrait mettre un ressort ou un Belleville washer, quelque chose de même, pour que ça prenne la vibration. Fait que comme ça, ils ne sortiront pas du moteur, ils vont rester là. C'est un cas vécu, là. C'est vrai, là. Quelqu'un a dit ça. Mais c'est tellement typique de ce qui arrive. Les gens, ils voient, puis ils veulent bien faire, là. Ils voient qu'il arrive quelque chose, ils disent, ouais, mais on pourrait faire telle chose pour le régler. Mais quand on commence à regarder, une des hypothèses, on a changé de fournisseur, on pourrait-tu avoir par hasard un palier qui est incorrect, mal posé ou c'est quelque chose? On creuse les hypothèses, chacune, même celle-là est plus farfelue, puis on va les vérifier, voir si c'est bon ou pas. Après vérification du palier, l'ingénieur là-bas avait découvert, en allant chez le fournisseur, qu'un des deux paliers qui était remplacé au début des contrats avec ce fournisseur-là, il avait mis un palier flottant ou il y avait un palier qui bloquait. Bon, pour ceux qui ne sont pas en mécanique, normalement, sur un arbre, il faut avoir un palier bloqué pour pas qu'il se promène, puis un qui est flottant. Parce que si on met deux bloquants, ça crée une contrainte. Ça va brûler, ça va briser. Si on met deux flottants, ça va se promener sur l'arbre. C'est ce qui est arrivé. Il y avait deux flottants. Celui-là, barrant, il était rendu flottant. Mais là, comme le fournisseur recevait un nouveau moteur rembobiné, le nouveau standard, il regardait ce qu'il y avait avant, il mettait deux flottants. Il arrivait dans l'usine. Aussitôt que tu pars le moteur, il veut se débâtir. Boum, 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 boum. Alors, ne comprenez-vous pas que ça vienne qu'à chauffer, puis que les paliers partent, puis tout ça. Donc, c'est déjà, d'avoir trouvé ça, c'était déjà quelque chose. Fait qu'elle a été reproduite, évidemment, par le fournisseur à toutes les fois qu'il reprenait le même moteur. Une autre hypothèse, c'est que pour des systèmes oscillants, souvent, on a ce qu'on appelle les excentriques. L'excentrique est calculé en fonction de la fréquence de résonance du système. Fait que s'il faut que le système masse-ressort à une certaine fréquence, l'excentrique va être organisé, va être calculé pour que quand le système il arrive en arrière, il suit, puis il donne de la force en avançant, fait que ça garde toujours le cycle. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est amusant pour moi quand des fois je pose la question, la première question, avez-vous vérifié l'excentrique, l'angle qui est donné? Parce que si l'angle n'est pas bonne, fait qu'il va être en opposition de force. Fait que quand le système va revenir, il va venir cogner après. Fait que c'est comme donner un coup de marteau, quelque chose qui revient à tous les fois. Ou coup de masse, si vous voulez. Ça a été vérifié, puis 2 sur 3 machines, des 3 excentriques n'étaient pas à bonne phase. J'ai eu le cas une fois assez amusant, j'étais allé au Ghana, puis je lui ai posé la même question, mais le monsieur a dit, ça n'ajuste pas ça, on fait juste mettre le moteur. Bien, j'ai dit, passe-moi le manuel.
on regarde le manuel du fabricant, à la page 2, je pense, ou 3, c'était écrit « Très important à toutes les installations de vérifier l'angle d'ajustement, il devait être, mettons, à 105 degrés. » Il venait de me dire « Ça ne se peut pas. » Il avait jamais regardé dans le manuel, là. On s'entend? Donc, à ce moment-là, c'est un manque de standards, d'ajustement et d'éducation des gens qui ont travaillé dessus. À retenir, première chose, il faut habituer nos gens de maintenance, quand on commence à faire l'élimination de défauts, à garder les preuves. Fait que le palier qui est brûlé, le moteur qui n'est pas bon, interdit de jeter une pièce tant que je ne l'ai pas vue, puis que je ne vous donne pas le go. Un peu comme dans la police, quand ils font des investigations, puis ils mettent des petits drapeaux, puis ils disent « Défendu de toucher à quoi que ce soit tant que je ne reviens pas faire mon investigation, prendre des photos, prendre des mesures, puis au besoin, garder la pièce tant que l'investigation n'est pas finie. » Pour une petite histoire, pour vous amuser, quand j'étais jeune ingénieur, dans l'usine où j'étais, il y avait une petite salle que j'avais fait aménager avec des tablettes où je mettais les choses comme ça, en exemple, montrer à la direction, montrer de quoi ça avait l'air, mettons un palier, qu'on a pris de la vibration dessus, puis qui s'est détérioré. Tu l'ouvres, tu montres où c'est piqué. Moi, j'appelais ça le musée des horreurs. Mais c'est le principe. Ne pas jeter tant que je n'ai pas vu. Consultez les éléments disponibles. Photos, des fois, il y en a qui ont été pris, des vidéos, des historiques, sinon on en fait nous-mêmes, documenter au maximum. Documenter toutes les données. On a entendu des fois les données de production. Oui, les données de production, ça peut donner des indices sur ce qui se passe. Mais aussi les données, comme là, la vibration, on a parlé aussi, des données d'historique tantôt, d'équipement, des bris et dommages. Ne pas se limiter aux conséquences. Ça, c'est ce que j'ai dit tantôt. OK? Ou aux causes évidentes. Bien souvent, ça a l'air trop évident pour être vrai. Utiliser une méthode structurée de résolution de problèmes. Ishikawa, c'est l'arbre des causes, ou tantôt le 5 pourquoi, ou Kapner-Trigo, peu importe, mais il faut rigoureusement ramasser l'information et être capable d'aller au fond des problèmes. Puis, éventuellement, une fois qu'on a eu des hypothèses, comme je vais donner 2 exemples tantôt, le palier, puis l'angle de face, il faut vérifier nos hypothèses. Finalement, mettre en place un plan de pérennisation. Bon, il faut s'organiser pour que ça arrive. Dans ce cas-là, eux autres, ils ont revenu à l'ancien fournisseur, qui était le fournisseur d'origine, OMG. Mais pour les ans, bien, ils ont commencé à former le personnel pour avoir un contrôle de qualité parce qu'ils voyaient bien le dommage que ça faisait. Règle numéro 2. J'ai tantôt 1, opération plus maintenance égale production. Règle numéro 2. On ne modifie jamais sur une urgence. Je répète, c'est des fois que vous n'auriez pas compris, on ne modifie jamais sur une urgence. Souvent de fois, il arrive à une urgence, il y en a qui a une bonne idée, « Hey, on devrait faire ça, modifions-le tout de suite pour régler le problème pour tout le temps. » Là, on le fait sur l'émotion du moment, on n'a rien analysé, puis mon expérience à répétition, c'est où on avait un problème qu'on n'a pas analysé, on est rendu avec 2. Parce que là, on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc, je répète, vous répétez après moi. C'est ça. Focaliser sur l'analyse des modes de défaillance. Un jour, j'étais chez moi, puis je reçois un téléphone d'un de mes clients qui était dans une mine, qui avait un gros problème. Il dit, Jean-Robert, je ne sais pas ce qu'on fait, la mine est arrêtée. On fait une modification? Non. Réparez comme vous pouvez, là, comme vous connaissez. Après, tu fais une analyse comme du monde. Bien, il a bien fait, parce que sans ça, il était parti pour faire de quoi qui aurait été pire qu'avant. Échange d'expérience et networking. Bon, vous connaissez la routine? Tout le monde debout, sauf le secrétaire. Secrétaire, vous avez le beau jeu, vous autres. Je rappelle, maximum 5 personnes par table. OK? Rappelez-vous, quand on a regardé tantôt comment la maintenance peut être un contributeur à la production, il y avait 3 thèmes principaux.
Le premier, c'est l'élimination des défaillances. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. Le deuxième, c'est s'assurer que les tactiques. Y en a-t-il un qui ne sait pas c'est quoi quand je parle de tactique? Jamais. OK. Y en a-tu qui savent? Ben là, écoute, je m'attendrais que tout le reste qui n'ont pas dit qu'ils ne savent pas, va le dire. Toi, tu ris trop, toi. C'est quoi, d'après toi, les tactiques? Tantôt, c'était l'élimination de défaut. Un autre, puis ça y est, tactique. Tactique en maintenance. Coudon. Va te mettre au micro. Je veux que les autres t'entendent. Je me suis fait avoir. Oui, Les maintenances préventives, prédictives, périodique. périodiques. C'est bon, c'est ça la réponse. Donc, quand on parle de préventif, c'est large, dans le dos large. Mais il faut faire une nuance entre préventif et prédictif. On l'a vu tantôt. Prédictif, c'est d'avance, avec ceux qui sont familiers, les courbes PF. Puis, il y a périodique. Traditionnellement, les organisations, quand ils commencent à vouloir prendre le contrôle des défaillances, de la maintenance, vont se mettre du périodique en place. À tous les 6 mois, à tous les temps de cycle, à tous les temps de kilomètres, tant d'heures, on va faire telle tâche. Ça, c'est du périodique. Préventif, c'est dire, ça peut être aussi vaste que dire, je vais aller inspecter en fonction de certaines conditions, ou préventif, ça peut être aussi de s'assurer qu'on fasse un nettoyage. Puis des fois, il y a des tâches préventives qui peuvent être faites par la maintenance ou par l'opération. Puis le prédictif, c'est là on anticipe le problème. On se met le plus loin possible pour le voir venir. Donc, les méthodes, vibrations qu'on a entendues ce matin, thermovision, etc., nous permettent, en fonction de la connaissance des modes de défaillance, d'aller mesurer la condition en amont pour prédire à l'avance quand est-ce la défaillance va arriver. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner ces tactiques-là? C'est la question que je vous pose. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux cibler nos tactiques? Vous l'avez entendu tout à l'heure, dans l'autre présentateur avant moi, souvent, ce que vous avez dans vos systèmes de maintenance viennent du fabricant, qui en passant va mettre tout ce qui peut arriver parce qu'il veut se couvrir, mais pas spécifiquement à votre réalité à vous autres. Ça va venir de l'expérience. Un moment donné, il y a eu un bris, l'opération se réveille, il dit hey, « mettez-moi un préventif là-dessus, je ne veux plus que ça arrive. » Ça arrive de tous les bords, de tous les côtés. Mais ça, c'est plein de garbage. C'est n'importe quoi. Comment on peut avoir une méthode qui va nous permettre de ramener ça au point où ça va être vraiment efficace et bien focalisé? C'est la question que je vous pose. Donc, vous avez 10 minutes pour discuter de ça. N'oubliez pas de vous présenter en commençant, puis après ça, vous discutez comment mieux cibler les tactiques préventives, prédictives et périodiques.
Il reste 1 minute et demie. OK, on revient tranquillement par en avant. Là, je trouve particulièrement amusant, c'est un peu comme quand on était au primaire ou au secondaire, surtout au secondaire. Il y en a qui sont mis à la table en arrière, puis c'est eux autres qui ont répondu en premier, puis ça s'en vient tranquillement par en avant, parce que ceux qui ont déjà répondu ne peuvent pas répondre encore. J'aurais besoin de 2 autres secrétaires, s'il vous plaît. Ah, il m'a pris au mot. Bravo. Donc, pour commencer à Hydro, c'est à peu près la seule fois que j'ai été secrétaire administratif. Des blagues. Pour choisir le mode préventif, soit on est périodique préventif ou l'autre catégorie que je connais moins un peu. Périodique, préventif, puis prédictif. Prédictif. En fait, le choix de mode, moi, je pense que c'est associé à l'équipement stratégique. Okay? On va mettre plus d'efforts puis de coûts à aller faire du prédictif sur un équipement qui peut avoir des effets opérationnels. Ça, c'est en partant. J'aime bien parce que c'est relié à l'impact maintenance plus opération égale production. Exact. Il y a du préventif que tu vas mettre parce que c'est normatif. Pas le choix. Il y a les systèmes de gicleurs, les génératrices associés aux sécurités des personnes. Fait que ça, c'est un mode qui est plus simple à déterminer parce que c'est normé. Il y a aussi le coût de l'investissement versus le choix du mode. Oui. Je pense que c'est important. Si tu vas aller faire la captation de données, genre, c'est un équipement qui est moins stratégique, je pense que ton coût d'investissement est plus élevé, donc un petit peu moins pertinent. Puis il y a l'analyse de tâches à faire sur l'effort que tu vas mettre sur les équipements que tu vas avoir à entretenir. Oui. Donc ça peut jouer dans ton choix de mode que tu vas pas. Absolument. Merci. Un autre? Bonjour. Oui. Donc, on avait pas mal les mêmes points pour le début, mais je pourrais rajouter, dans le fond, aussi l'analyse, dans le fond, des prix des pièces de remplacement, mais aussi, dans le fond, la disponibilité de ces pièces-là, l'inventaire que tu dois garder par rapport à ces pièces-là peuvent affecter aussi le choix que tu vas faire. Il pourrait aussi avoir l'accès à l'équipement ou l'arrêt d'usine. Donc, si c'est un équipement qui est difficilement d'accès, bien, lorsque tu y accèdes, tu préfères changer des pièces de façon préventive ou périodique, parce que sinon, il n'y a aucune façon d'accéder à cet équipement-là. Puis, le reste, c'était pas mal toutes les mêmes choses. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais c'est des composantes pour prendre la décision de prendre du périodique, du préventif, de la fréquence, etc. Ce qu'on peut regarder aussi, quand on prend un peu de recul, c'est quelle méthodologie on peut prendre pour aller chercher de façon rigoureuse cette information-là. OK?
Là, il y en a-tu qui ont discuté ça? Hop. Les deux répondent. Attends un peu après. Ah, c'était le téléphone. Tu peux t'en venir. Il est là. Il y avait du bruit sur la ligne. Bonjour. Bonjour. En gros, nous autres, ce qu'on fait à notre usine, c'est que je m'assieds tout le temps avec un ingénieur, un opérateur, un électromécanicien, puis moi. On s'assied ensemble, on déblatère sur toutes les erreurs qui peuvent être la cause du problème. On regarde dans l'historique s'il y a eu des erreurs fréquentes au même titre. Erreur ou défaillance? Bien, défaillance. Moi, j'aime mieux défaillance. Erreur, c'est pas la même chose du tout. Oui, c'est ça. On check s'il y a eu des défaillances récurrentes. Puis après ça, on essaie de créer soit un préventif ou un prédictif qui va contrer ce bris récurrent. Est-ce que vous avez une méthodologie ou vous faites juste aller avec les défaillances? Ben non, il va pas mal avec les défaillances. OK. Ta réponse complémente la précédente. Puis, super, tu vas dans la bonne direction, c'est ça que je cherchais. Ce qui est bon de faire, puis il y a différentes approches, c'est de dire, je vais prendre une méthodologie qui rigoureusement va regarder les défaillances et surtout les modes de défaillance. Un peu comme tantôt avec l'exemple de DE, là, notre CTV. J'ai déjà eu, on risque d'avoir telle défaillance. Qu'est-ce qui peut causer cette défaillance-là? Puis là, de décider quelle tactique on va prendre. Ça peut être une maintenance conditionnelle, une vibration, thermovision. Ça peut être du préventif, aller voir, lubrifier. Ou ça peut être du périodique, parce qu'on sait qu'il y a une usure constante, puis on sait à tel niveau, on va le changer. Bon, des méthodes comme ça, il y en existe plusieurs. Dans un extrême du spectre, on va le voir dans une minute avec un graphique, il va y avoir des méthodes qui s'appellent l'AMDEC, par exemple. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait des AMDEC? Peux-tu aller expliquer ce que c'est? S'il vous plaît. Non, l'autre en arrière. Bel essai. C'est sûr que c'était en pleine ligne. L'AMDEC, c'est un peu comme vous parliez, là, c'est qu'on essaie de... Parle plus fort du micro. On essaie de décortiquer toutes les... En fait, on prend toutes les composantes de la machine, puis pour chaque composante, on essaie de voir de quelle façon elle peut avoir une défaillance. Puis pour chaque défaillance, mais c'est quoi il y a trois gravités, je me rappelle. Occurrence. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. La probabilité de la conséquence, puis la détectabilité. Merci, voilà. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, à partir de là, on a toutes nos défaillances possibles, normalement. Puis là, on peut les prendre toutes séparées pour une machine. Micro. Moi, je t'entends, mais en arrière, il n'entend pas. Ben, j'ai fait le tour. Là. Comme vous dites, là, donc on a toutes les défaillances possibles pour une machine. Voilà. Serais-tu capable de me dire l'acronyme AMDEC? Viens au secours. Merci. Donc, c'est analyse des modes de défaillance et de leur criticité. Et donc, c'est le C qui va être la multiplication des trois que vous venez de dire. Puis, on met un seuil, puis on va catégoriser le type les tactiques comme que vous avez. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Vous voyez quand je vous disais qu'on a 2000 ans d'expérience ici. Hein? C'est surprenant quand on tire de chacun. Merci beaucoup. OK, ça, c'est une méthode. Elle est bonne. Mais, les Américains ont eu à définir, parce que les autres, il y avait des sous-marins nucléaires. Ils ont eu à définir pour les sous-marins nucléaires, mais après ça, ça a été pour la navette spatiale, ça a été pour un peu tout, là. Une méthode qui est un peu plus avancée, la même chose, mais un peu plus avancée, qui s'appelle RCM, Reliability Centered Maintenance. Tu as l'air à connaître ça? Peux-tu aller expliquer à tes voisins? Oui, pas de gêne. Tu n'avais pas une réponse tantôt. Tu y vas? OK, parfait. Ça fait quelques années aussi que j'ai fait ça, mais cette question, les systèmes, sous-systèmes, leurs fonctions principales, je pense que c'est assez important, comprendre ce qu'ils font avant de les analyser. C'est le même principe, hein?
Oui, ça se ressemble. C'est plus détaillé. Oui, exact. Cause de défaillance et cause défaillance et ensuite de ça, on va venir mettre des tâches, actions par cause. Quelle stratégie je laisse-tu jusqu'à défaillance ou je peux l'entretenir avant, etc. Là. Excellent. Yes. Merci beaucoup. Comme dans tout, il y a quelques années, un mathématicien appelé Weibull. Qui connaît Weibull? On m'a demandé d'aller l'arrêter d'écrire. La courbe de Weibull, c'est ça, OK? La courbe en baignoire a été contestée, mais en réalité, elle est toujours bonne. C'est que ceux qui comprennent bien Weibull, il y a 3 éléments dans la formule qui permettent de tenir compte de n'importe quel type de défaillance. Soit une défaillance qui est infantile, d'usure ou régulière, ou de la fin de vie. Donc, ça permet de voir n'importe quel. C'est l'alpha, bêta, gamma. C'est pas bien compliqué. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on est capable de quantifier les probabilités de défaillance. C'est ça que Weibull a fait. À ce moment-là, on va mettre ça, on va faire chacune, là je suis dans l'RCM pur, là. Chacune des composantes qu'on a parlé tantôt, on va calculer la courbe de défaillance. C'est sauté, là. On est rendu dans la grosse science-fiction, mais on n'enverra pas un sous-marin nucléaire ou une fusée dans l'espace sans faire ces calculs-là. Il faut être sûr, en tout cas, le maximum qu'on soit sûr que ça va se rendre. Rappelons-nous que la fiabilité 100% n'existe pas dans la nature. Je vous rappelle juste ça, un petit détail. C'est pour ça qu'il y a une navette qui a sauté, il s'était tombé dans un O-ring, la probabilité. Un O-ring sur la navette. C'est pour ça qu'elle a explosé. Mais, je reviens au RCM. Une fois qu'on a les courbes, avec les calculs, les ordinateurs qu'on a, on les met toutes dans l'ordinateur, je vous simplifie l'affaire, puis après ça, on va simuler sur une période de temps. Il y en a-tu qui ont vu ça à l'école, les simulations de Monte Carlo? Ah, il y en a là-bas. Juste vous autres? Simulation de Monte Carlo, c'est pas compliqué. On garoche des chiffres aléatoires, puis on voit dans le temps ce que ça donne. Mettez ça dans toute une série de courbes, des nombres aléatoires. Mettez un calculateur qui mélange tout ça, puis il va vous donner sur une période de temps les probabilités de défaillance. Puis là, si vous changez un petit peu votre stratégie, on parlait tantôt, préventif, périodique, bien, ça va influencer les résultats. Fait que ça nous permet d'optimiser vraiment les stratégies. Bon, ça, c'est la grosse théorie. Puis, je dirais la majorité, sinon toutes d'entre vous, vous ne ferez probablement jamais ça. C'est beaucoup. Vous finissez avec un livre ça d'épais, mais super optimisé, par exemple. Mais quand vous n'êtes pas dans... Y en a-t-il ici qui sont dans les navettes spatiales? Centrale nucléaire? Centrale nucléaire? Centrale nucléaire? Non. Vous voyez, c'est extrême. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Avec le temps, ce qui a été développé, c'est ce qu'on appelle un RCM. Donc, tous les mêmes principes que le RCM, inverse, INV. Ce qu'on fait, on utilise le vécu. OK? Fait qu'au lieu de partir de l'inconnu vers le connu, comme le RCM, on part du vécu vers l'inconnu. Fait qu'on prend le vécu, puis au lieu de faire des grands calculs, on va estimer c'est quoi qui vont être les meilleures stratégies sur les parties les plus critiques. Fait que la méthode, au lieu d'être grosse de même, elle fait mais très rigoureuse. Bon. Des questions? Vous n'êtes pas trop perdu? RCM inverse. C'est un RCM, mais inverse. Bon, là, je vais faire un petit à côté pour expliquer ce que je viens de dire. Dans les années 50, la fiabilisation, c'est pas compliqué. Ça brise, on répare. Fait que si vous êtes encore là, vous êtes encore dans les années 50. Moi, dans ma jeunesse, mon premier auto, il était biodégradable. C'était un Valiant. Il y en a eu un? Il était biodégradable. Tu le mettais dehors, puis tu n'avais pas besoin de rien faire. Il restait dans la cour, il rouillait. OK? Moi, j'appelais ça un véhicule biodégradable. Puis j'ai un de mes copains, pas fin, qui arrachait des fois des morceaux d'aile, puis le mettait sur le haut, de montrer qu'il était passé. Avec des copains de même. Après ça, vers la fin des années 90, on était content, on avait découvert les garanties. Fait que s'il y avait quelque chose qui brisait, on avait juste à aller sur la garantie, ça ne coûtait rien, on était tellement contents. Fait qu'on est passé d'un véhicule biodégradable qui était large, qui était gros. Moi, je rentrais dedans pour réparer le moteur.
C'était assez gros pour ça. Les gros véhicules de l'époque, les New Yorkers. Puis après ça, on est venu, on voulait avoir un bon mécano. Aujourd'hui, si je vous disais, je vous posais la question, si vous faites toutes vos inspections comme c'est prévu, combien d'entre vous qui s'attendent à ce que ça brise? Levez la main. Toi? Bon. Non. Mais souvent, l'attente, aujourd'hui, des véhicules, c'est qu'à part une exception de temps autre, tu dois être le malchanceux. D'habitude, on s'attend aujourd'hui pas mal à ce que ça ne brise pas. Au point qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, ça commençait il y a quelques années, mais on le voit de plus en plus, des moteurs scellés qu'on ne peut pas ouvrir. Il va faire sa durée de vie. Puis là, regardez l'échelle des ordonnées, là. On parle de plus en plus de kilométrage qu'on peut faire avec la fiabilité. Puis moi, une chose qui m'épate tout le temps, dans le domaine, ça m'épate encore, là, c'est quand j'emmène mon véhicule, un de nos véhicules, moi de ma femme, puis le mécanicien, on sait comment ça marche, nous autres, là, mais quand même, ça m'épate. Il se plug dans la prise. Hop! La dernière fois que je suis allé, il dit votre problème, c'est le thermostat. Dans mon jeune temps, quand j'avais mon Valiant, je le changeais tous les ans. Là. Mais là, il dit c'est votre thermostat. Mais la machine est allée identifier, faire le diagnostic, puis elle dit c'est diagnostic. Hey, pardon, en passant, avez-vous des problèmes avec vos lumières? Fait qu'il va voir dehors. Il dit non, il allume. Puis là, il dit avez-vous changé vos lumières? Ben oui. Moi, il était à néon, puis ils sont rendus à LED. La machine le savait. Ça m'épate, ces machines-là, aujourd'hui, l'autodiagnostic qu'ils font. Mais c'est rendu là. Bon, bien, nous autres, ça nous affecte parce que la vie de tous les jours des fiabilistes, c'est ça que ça donne. Ça recule en 1900, là, c'était les 500. Crayon-là au pas, là, quand je rentrais à l'Alcan, moi, dans 1980, fin des années 70, on goûtait l'huile. On me montrait à goûter l'huile. Puis un tournevis, pour faire de la vibration, on le mettait sur l'os ici, là, puis on l'accotait. Puis, c'était notre vibration. Tu sais, c'était de la technologie de l'époque. Ben, Weibull a emmené le RCM, on en parlait. Nakajima, le TPM, de plusieurs qui connaissent ça. Mais aujourd'hui, on parle de big data. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce que ça fait, avec Weibull, on avait des formules. Avec l'intelligence artificielle, de plus en plus, c'est plus de formules. Il y a un paquet de données, là. Puis là, il arrive, ça fait ça, en même temps, ça fait ça là-bas. Ça redescend, ça redescend. L'intelligence artificielle, ce n'est pas la relation entre les deux, mais c'est qu'il y a un lien. C'est ça, quand on parle d'analyse de big data avec l'intelligence artificielle. Donc, dans les années 70, du côté, comment analyser, tantôt on parlait dans les années 80, moi quand j'ai commencé, on faisait des Pareto, on focalisait nos efforts sur les Pareto. C'est encore bon de faire ça, regarder les pertes où ce qu'ils sont, puis de se focaliser là-dessus pour minimiser les défaillances à la production. Faire des criticités, le 20-80. Le test pour voir si on est trop sévère ou pas assez sévère, c'est le 20-80. RCMI, je l'ai expliqué tantôt. Puis de plus en plus être connecté. On voyait les capteurs tantôt connectés, là, capteurs de vibration. Bien, ça permet d'avoir les données. Juste un petit commercial sur les données connectées. Moi, j'ai vécu l'installation d'une usine, une grosse usine, avec de la donnée sur tous les équipements, aussi bien les débits que la vibration, tout. Puis ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Quelqu'un va essayer de quoi? Hein? Plus fort? Pas trop de données, c'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Qui d'autre? Les données n'étaient pas analysées. Pourquoi ils n'étaient pas analysés? Ils n'étaient pas rendus là. C'est fou, là. Mais il était encore avec la masse puis les filler gauges pour aligner. On était loin, là. Fait que tu n'as pas les données que tu veux, là. Une usine connectée, là. Si tu n'as pas la culture organisationnelle pour l'utiliser, ça dort là, je vous jure. Je l'ai vécu à plus qu'une reprise. L'usine que je parle est réelle, je n'ose pas admettre, ça y gênerait. RCMI, que je parlais tantôt, RCM inverse, on priorise, je reviens à ton point de tantôt, l'impact sur la production, axé sur les modes de défaillance, puis on mesure la condition de la défaillance. C'est vraiment plus penser mode de défaillance. On recommence. Là, vous connaissez la routine. Go! Commencez à vous endormir un peu, là. Allez, on bouge.
Vous n'aurez pas besoin de faire d'exercice ce soir. OK, on vient en avant. On vient en avant. Tantôt, vous vous rappelez l'impact de la maintenance plus l'opération pour maximiser ou être contributeur pour optimiser la production. Il y avait 3 éléments. On a vu l'élimination de défauts, les tactiques de maintenance, préventive, prédictive, périodique. Là, on est rendu à la 3e. Vous en avez entendu parler plusieurs fois ce matin, la planification des travaux. OK? Je suis d'accord. Donc, la question que je vous pose, la question piège, comment la planification de la maintenance peut-elle contribuer aux objectifs de production et de coût? Donc, encore là, toujours la même routine, chaque participant se présente, chaque participant à son tour de rôle donne sa réponse, puis vous allez décider de la meilleure réponse pour la donner tout à l'heure. 10 minutes encore.
OK, on vient en avant. On a encore besoin de 2 secrétaires volontaires. Deux secrétaires volontaires. Salut. Bon, donc, pour la planification, je pense qu'on parle d'optimisation. Si on veut avoir des meilleurs résultats, c'est d'être préparé. Mon collègue ici nommait les 6 M. Donc, matériel, on a méthode, milieu, etc. Je ne sais pas par cœur. Mais ce qu'on veut, c'est optimiser. Donc, comment on peut optimiser? C'est d'avoir les pièces disponibles, d'avoir les ressources disponibles, de choisir la bonne méthodologie. Est-ce qu'on est dans le prédictif, dans le préventif, comme on a vu tantôt, le périodique? Donc, de tout savoir ces éléments-là. Ensuite, la disponibilité de nos pièces, l'utilisation adéquate de nos ressources, la synergie qui existe au sein de nos équipes, que ce soit la production, la maintenance, etc., que tout le monde se parle, travaille en équipe au lieu de pointer du doigt « Ah, c'est de votre faute, c'est de la mienne ». On ne dit jamais « c'est de la mienne ». Fait que faire des bons choix en ce sens, puis réduire les pertes de temps, les temps d'arrêt, c'est ce qu'on veut réduire, surtout quand on est dans le mode production. Opération plus maintenance égale prod. Et voilà ce qu'on a appris. Excellent. Merci je me beaucoup. retire. Je vais en prendre juste un cette fois-là. Donc, ma réponse. Impact de la planification, optimisation des durées d'équipement, comme a été mentionné à plusieurs reprises dans le monsieur. Réduction des coûts de la main-d'œuvre. J'entends souvent avec la rareté de la main-d'œuvre qu'on manque de monde. Bien, avec une meilleure planification, on fait plus de travail avec le même monde qu'on a. Donc, c'est une solution à ça. Donc, à retenir, la planification, ça marche bien, puis c'est très efficace. D'abord, il faut avoir toutes les pièces. Si vous voulez de l'efficacité de votre équipe, si vous ne voulez pas trop perdre de temps durant l'arrêt, il ne faut pas qu'on commence à chercher les pièces. Fait que quand on met quelque chose dans le calendrier de planif, il faut s'assurer qu'avant qu'on le mette là, on ait toutes les pièces. Deuxièmement, synchronisation avec la production. Je l'ai entendu à plusieurs tables. Il faut s'assurer de maximiser la durée qu'on a, mais en phase avec les disponibilités de la production, puis on sélectionne ce que conjointement. Souvent, ce qu'on prône, c'est d'avoir 2 rencontres de planification. Une première de préparation du calendrier, typiquement un mardi, pour laisser au planificateur le temps de le compléter, où le planificateur et un représentant de l'opération vont. J'ai un de mes clients, c'est des véhicules, le dispatcher, l'ordonnant, ils vont se rencontrer et dire quel véhicule qu'on prend la semaine prochaine, quel équipement qu'on va arrêter la semaine prochaine. En fonction des équipements qui sont prêts à travailler, on a toutes les pièces, puis des priorités dépendant de toutes sortes de conditions, la condition de l'équipement, la criticité, etc. Troisième, j'entendais parler d'aller 1 ou 2 semaines. Moi, ce que je demande, c'est 4 à 6 semaines d'avance, d'avoir tous les travaux prêts, avoir les pièces en kitting, si possible. Donc, avoir assez d'avance, d'être prête, que s'il y a un petit dérangement, je parlais de véhicule tantôt, tel véhicule n'est pas disponible, mais je pourrais te donner l'autre qui est prévu l'autre semaine. OK, pas de problème, j'ai les pièces, on le fait. Fait que le jeudi, il y a 2 rencontres, je vous avais dit, mardi. Le jeudi, le superviseur est là, le chef de service est là, le planificateur est là, le représentant d'opération est là. Puis là, ils s'entendent sur le calendrier de la semaine d'après. Puis après cette rencontre-là, il est gelé dans le ciment. On confirme le calendrier de planification. Ça laisse le vendredi pour le planificateur pour jouer dans le bebasse, puis le rendre formel pour le distribuer après ça, soit le vendredi ou le lundi matin. Idéalement, chaque mécanicien va savoir, ou l'employé va savoir ce qu'il a fait la semaine d'après. Puis dans mon cas idéal, le client, je parlais avec des véhicules, eux autres, il y a un calendrier pour le maintenant, mais il y en a aussi un pour la production. Ça, c'est les équipements que je vais avoir quand. Puis assurez-vous qu'ils sont là. Puis on se commet qu'on va vous le rendre dans 3 jours après. OK? Puis dans le cas des usines, nettoyez-moi-les, faites-moi la libération avant qu'ils arrivent. Qu'on arrive l'entretien. Un des éléments, on parle depuis tantôt d'augmentation de production, j'ai un de mes gros clients qu'aller jusqu'à l'an dernier, eux autres, c'était les augmentations de coûts, je vous l'ai dit en commençant. En début d'année, je vous l'ai dit en commençant,
ils ont eu de la pression pour réduire les coûts. Les comptables disent, comme je me répète ce que j'ai dit au début comme introduction, la maintenance, c'est le coût contrôlable principal, 1/3 habituellement des coûts globaux. Fait qu'on peut couper là-dedans, ça va nous faire des gains tout de suite. Bon, bien là, je vais vous donner un peu d'argumentation. Pourquoi ne pas faire ça? De nombreuses études ont rapporté que les compagnies ayant eu là je prends des mots savants pour justement faire comptable, restructuration, downsizing, right-sizing, corporate liposuction, etc. Puis là, ce qu'ils ont représenté, les cas suivants, OK? Ça a été une étude qui a été faite sur 15 ans sur 3600 industries. OK? Moins du tiers ont montré une amélioration du profit. Fait que les coupures de coûts, coupeux, ça ne marche pas. Peut-être court terme, là, quelques mois, mais en dedans d'un an, 2 ans, la perte, on vient avoir des pertes de production, on vient avoir les coûts qui remontent, puis c'est plus perdant encore comme ça. Les gains sur la profitabilité sont négligeables considérant les efforts requis pour les coupures. Ceux avec le plus de mise à pied ont exhibé les plus grandes réductions de rentabilité. L'impact de la valeur économique, l'EVA, pour ceux qui connaissent ça, sur la rentabilité économique a été une mode dans les années 90, à peu près. Aujourd'hui, est requestionné de plus en plus. Réduction des coûts, la maintenance est une cible de prédilection, mais la contribution de la maintenance à la disponibilité, tout ce qu'on a parlé ensemble depuis tantôt, est souvent jusqu'à 10 fois supérieure à des coupures. Une tonne produite, ça rapporte pas mal plus que des coupures de coûts. J'ai un client, je disais, avec la disponibilité d'équipement, permet de louer l'équipement plus, fait beaucoup plus d'argent que couper des coûts. On peut arrêter de maintenir pendant un certain temps. Basez-vous sur mon expérience sur plusieurs années. J'ai vu des sites arrêter, couper des coûts, puis commencer à ralentir de maintenir. Sur le moment, ça ne fait pas d'effet parce que l'équipement ne brise pas instantanément. Ça prend des semaines, des mois, mais ça vous rattrape un moment donné. Puis le plus long que j'ai vu, c'est 2 ans. 2 ans, vous êtes dans la misère noire, puis c'est bien dur à revenir après. Changement de contexte. La même recette s'applique aux les coûts. Tout ce qu'on a vu depuis tantôt, en élimination de défauts, en revue de tactique, en planification, non seulement s'applique pour l'augmentation de production, mais, surprise, ça s'applique aussi pour les réductions de coûts pérennes. Formidable, hein? Si on brise moins, ça coûte moins cher. Si on brise moins, puis on est bien planifié, bien, on peut faire plus de travail avec le moins de monde. Mais c'est pérenne. Perso, j'ai déjà conseillé un vice-président régional dans le temps, dans une période de crise économique qui s'en venait. J'ai dit, vendre ça. J'ai dit, écoute, au lieu de faire des coupures dans les ingénieurs et tout, passe-moi là, on va se mettre à faire de la fiabilité. Fait quand le marché va repartir, tu vas être ferré, tu vas être fiable. Tu vas produire encore plus qu'avant. Il a accepté, puis ça marche. Mais ma citation préférée, par Colin McClellan, il était directeur général d'un énorme complexe pétrochimique à Grangemont en Europe. Après 10 millions d'heures sans accident avec perte de temps, pour ceux qui sont moins familiers, c'est 1000 personnes pour 5 ans. Il disait, lui, c'était son motus vivendi, les 3 sont indivisibles. Un site sécuritaire est un site fiable au coût optimal. Un exemple réel, ça c'est des données réelles sorties, je ne peux pas vous dire qui, mais sorties de le données, là. Regardez les tonnes qui montent, des coûts qui baissent. C'est assez flagrant. Comme conséquence de l'amélioration de la fiabilité. Et pour finir, il nous reste à peu près 14 minutes, mes collègues vont vous passer un petit jeu. On va s'amuser. Jusqu'à date, ça a été sérieux. Là, on va être moins sérieux un peu. On va vous faire jouer au sapin et échelle. Pour intégrer tous les concepts, tout ce qu'on a parlé ensemble, là, on va vous faire jouer un jeu qui va vous permettre de tout intégrer ça. Je vous invite à dégager une zone de 24 par 24 sur votre table, s'il vous plaît. Là. Parce qu'il faut qu'ils vous mettent les jeux sur votre table. 2 pieds par 2 pieds, si vous avez besoin, 24-24. Là, vous allez jouer. Il y en a-t-il ici qui n'ont jamais joué de levier à sapin et échelle? Levez la main. Bon, pas pire, je n'aurais pas besoin de donner de cours sur le sapin et échelle.
Quand vous allez avancer, vous allez voir dans le carré, il y a des commentaires. Je vous invite à lire les commentaires. Ça vous permet d'intégrer des connaissances, puis vous pouvez discuter un petit peu autour de ça si vous voulez. OK? Fait que ça va vous donner un peu. Évidemment, si c'est un bon coup, vous allez monter une échelle. Puis si c'est un mauvais coup, vous allez descendre le serpent. C'est de même ça joue le jeu. Le truc, c'est, aussitôt que vous aurez atteint, le premier qui atteint 100 bien, il a gagné dans votre table. Vous pouvez continuer après si vous voulez, là. Fait qu'il nous reste à peu près 12-13 minutes avant la fin du temps, mais vous pouvez continuer un petit peu après si vous le souhaitez. C'est tout ce qui vous retient. Après ça, c'est la bière. Je vous dis tout de suite. Amusez-vous bien. Oups. Êtes-vous capable?
Bon, je vais vous demander de terminer. Est-ce qu'il y a... Je vais vous demander, avant de quitter, de ramasser les pions, s'il vous plaît, puis de les mettre dans le petit sac. Puis mes collègues vont ramasser le jeu puis le sac avec les pions dedans. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a été intéressant, que vous avez réussi à connaître d'autres personnes et à apprendre des choses après-midi de façon ludique. Donc, est-ce qu'on a le temps pour une question? Oui, oui. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions générales que vous aimeriez me poser ou poser au groupe? Je peux prendre une couple de questions. Bon, il n'y a pas de questions? Bon, ben, je comprends. La bière vous attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Robert.